Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'Orient. L'Orient a fasciné l'Europe du grand siècle et des Lumières. Sous le règne de Louis XIV et encore plus sous la Régence et sous Louis XV, la mode des turqueries s'est imposée un petit peu partout, bien sûr à la cour, dans les salons de l'aristocratie et même au-delà dans la société. Le terme désigne non seulement les représentations fantasmées de l'Empire ottoman, ces turqueries, mais aussi tout un art de vivre inspiré des costumes, des décors, des récits orientaux, d'une espèce de teinture assez particulière. On a, c'est vrai, développé les relations diplomatiques avec la Sublime Porte et les échanges commerciaux. Et il y a eu des récits de voyage qui sont venus alimenter tout cet engouement. Dès 1669, mais oui, l'ambassadeur du sultan, il s'appelait Süleyman Aga, a été reçu en grande pompe à Saint-Germain. Son apparence a fasciné les courtisans et inspiré la création du bourgeois gentilhomme de Molière et Lully. Création moqueuse, il faut bien le dire, voire un peu ricanante. Et quelques années plus tard, on a vu des peintres comme Coypel immortaliser les ambassades ottomanes à Paris. Les marchands ont rapporté des soieries brodées, des céramiques d'Iznik et des tapis persans. Et c'est dans ce contexte-là que sont arrivées en France les 1001 nuits. Et oui, elles ont d'abord atterri sur le bureau d'Antoine Galland. Galland est un personnage dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, ce savant, connaisseur des langues orientales, et qui a estimé les 1001 nuits, je le cite, supérieures par la variété de leur fiction aux œuvres d'Homère lui-même. Vous imaginez la révolution mentale que tout cela supposait. Il a eu l'intuition, Galland, il s'est dit que ces contes allaient fasciner un public qui cherchait justement l'évasion, le rêve. Son travail bientôt prend un tour inattendu grâce à une rencontre décisive. Voici ce que l'orientaliste note dans son journal. On est le 17 mars 1709, donc vers la fin du règne de Louis XIV, juste après ce terrible hiver dont je vous parlais l'autre jour. J'allais le matin chez M. Paul Lucas lui reporter les médailles qu'il m'avait confiées 8 jours auparavant. Je m'entretins quelque temps avec Anna Maronite d'Alep, qui, outre sa langue, qui est l'arabe, parlait turc et provençal, et français assez passablement. Qui est ce Maronite d'Alep, ce Anna ? Eh bien, nous le connaissons sous son nom d'Anna Diab. Cette première conversation marque le début d'un échange entre Anna Diab et Galland, car une semaine plus tard, le 25 mars, voici ce qu'écrit de nouveau Galland. Je le cite, À l'occasion d'une visite au domicile du Lucas, il me raconta quelques contes arabes fort beaux qu'il me promit de mettre par écrit pour me les communiquer. Et parmi les récits en question, il y a Aladdin et la lampe merveilleuse, Ali Baba et les 40 voleurs, etc. Anna Diab a raconté de mémoire. Il a même imaginé, à partir de ses propres expériences, un certain nombre de détails. Ces expériences, ce sont celles qu'il a vécues lors de l'incroyable voyage qui l'a mené des rives de sa Syrie natale jusqu'à la cour du roi Soleil. Et de ville en ville, de caravane en caravane, il a sillonné la Méditerranée, traversé la France. Ce voyage, qui au départ était une simple mission, ce voyage est devenu pour lui une expérience initiatique. Une expérience dont les échos nous sont parvenus grâce à ce fameux récit qu'il en a fait 54 ans plus tard. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est vrai qu'il est né dans une famille chrétienne maronite en 1688 à Alep, ce Anna Diab. La ville à l'époque, Alep, vous voyez, c'est ce carrefour commercial florissant, toutes les grandes caravanes. C'est un des centres dynamiques de l'Empire ottoman, situé sur la route de la soie, ouverte aux influences qui viennent de Perse, d'Inde et puis d'Europe, bien entendu, de l'autre côté. C'est la métropole cosmopolite par essence, Alep, où se croisent aussi bien des marchands vénitiens que des consuls français, que des négociants arméniens et tous les voyageurs de passage. C'est donc là que va grandir le jeune Anna Diab au sein d'une communauté maronite qui, c'est vrai, est minoritaire à l'époque, mais n'en entretient pas moins des liens d'autant plus étroits avec l'Occident qu'elle fait partie des rares chrétiens de la région, bien sûr.
Hanna se forme auprès des religieux de son entourage, il apprend pas mal de langues. L'arabe, c'est évident, mais aussi le turc, évidemment, puisque c'est la puissance tutélaire, et le français. Et il va développer une vocation religieuse qui l'invite à rejoindre un monastère maronite sur le mont Liban. On est au-dessus de Tripoli au Liban. Il reçoit là un enseignement approfondi, il se familiarise avec les récits bibliques, la littérature, les traditions orales de sa culture. Mais la vérité, c'est que la vocation de Hanna est un petit peu vacillante. La vie monastique ne lui convient pas. Et il se dit que tout ça ne vaut pas la liberté. Il retourne donc à Alep où il va lui falloir trouver une autre voie. Et comme il n'arrive pas à trouver vraiment d'emploi, et notamment l'emploi qu'il a quitté lui échappe maintenant, eh bien il décide de repartir. Il se dit qu'il va peut-être retourner au monastère. Vous voyez qu'il ne sait plus trop où il en est. Et alors qu'il est en quête d'un muletier pour le transporter, pour transporter surtout ses bagages, c'est comme ça qu'on fait dans l'Orient de l'époque, il apprend que le muletier est parti faire le chargement d'un franc, en tout cas dans le vocabulaire local et de l'époque. C'est alors que j'appris qui il était, raconte Hanna Diab. Il voyageait pour le compte du sultan de France et revenait des pays d'Arménie. En partant d'Alep, il comptait visiter les pays orientaux, je veux dire les pays arabes. Il s'appelait Paul Lucas. Et ben voilà comment Paul Lucas arrive dans cette histoire, celui qui fera plus tard la jonction avec Galland, avec Antoine Galland. Alors, qui est ce Paul Lucas ? Oh, c'est un voyageur, c'est un antiquaire au service de Louis XIV qui est à la recherche de tous les objets les plus rares, de tous les manuscrits les plus précieux qu'il pourrait rapporter au roi de France. Il cherche aussi des témoignages sur des civilisations anciennes. Il est à la recherche d'un guide, d'un interprète, vous me voyez venir. Il va proposer à Hanna Diab de l'accompagner dans son périple et peut-être jusqu'en France. Voilà comment le jeune maronite qui n'a même pas 20 ans à l'époque et qui s'apprêtait à passer une vie difficile entre les murs d'un monastère pour lequel il n'était pas vraiment fait. Voilà comment ce jeune homme voit s'ouvrir devant lui des horizons tout à fait nouveaux. Ce départ, c'est une rupture dans sa vie, bien sûr. Lui qui a été élevé dans un univers où l'appartenance religieuse et culturelle définissait la place de chacun, voilà qu'il va s'embarquer dans le vaste monde, un périple inattendu. Il va devoir s'extraire complètement de son cadre familier pour entrer dans l'inconnu et l'épouser. Mais, disons-le, il ne le sait pas encore, Hanna Diab, mais pour lui, c'est aussi le chemin d'une révélation, puisqu'il va devenir le témoin le plus extraordinaire qu'on puisse imaginer de toutes ces découvertes. Vous écoutez Radio Classique. Et voilà que notre jeune voyageur, Hanna Diab, parcourt maintenant la Méditerranée, ce jeune maronite d'Alep. Il passe d'Alep à Beyrouth, de Beyrouth à Saïda, et puis à Chypre, et puis au Caire, carrément, à Tripoli, l'autre Tripoli, de Libye cette fois, et puis à Tunis. C'est évidemment un périple magnifique, riche de rencontres, avec des conversations étonnantes, des déplacements en caravane, il y a des tempêtes, des attaques de corsaires en mer. Vous imaginez le récit incroyable qu'il va tirer de tout ça. Il pratique, je vous l'ai dit, plusieurs langues, l'arabe, le turc, le français, l'italien aussi. Et d'une certaine manière, il va pouvoir servir de deuil sur toutes ces cultures, de par ses origines et ses fonctions. Lui qui était un sujet ottoman non musulman d'Alep, il parcourt un monde qu'il découvre, évidemment, celui des Ottomans, mais aussi celui des chrétiens d'Orient, et puis bientôt des Francs, comme il dit, c'est-à-dire des Européens d'une façon générale. Hanna livre non seulement le compte-rendu de ses déplacements, avec la description de l'itinéraire suivi, et des conditions de voyage, et des villes, et des monuments, etc., mais il nous fait aussi part de ses impressions, de ses émotions, de ses réactions au goût très prononcé de tous ceux qu'il rencontre. C'est extrêmement pittoresque son récit. Tout ça dans un joli style en plus. À aucun moment, Paul Lucas ne mentionnera ça dans son propre récit de voyage. Hanna, en revanche, nous parle énormément de son maître. Il est, c'est vrai, cantonné à des fonctions qui sont un peu celles d'un domestique, mais d'après son témoignage, il joue quand même un rôle important auprès de son maître, et à plusieurs reprises, il le tire de situations difficiles. Alors,
c'est Paul Lucas qui va faire un peu office d'initiateur. C'est lui qui lui fait comprendre le monde. Et c'est vrai que Anna Diab l'admire pour ses connaissances et son savoir-faire. Il observe comment se pratique le commerce, les petits trafics pour acquérir notamment les pierres précieuses et les monnaies anciennes qu'on veut rapporter au sultan des Francs, comme il dit, c'est-à-dire au roi de France. Il y a même une momie qu'il faut acheter à des Égyptiens, etc. Et puis finalement, après toutes ces aventures, eh bien, il y a l'arrivée en terre chrétienne. Je vous rappelle qu'il est lui-même d'origine syrienne, il est d'Alep, mais c'est un maronite, c'est un chrétien. Et il s'étonne et se réjouit de voir des femmes qui vendent et qui achètent en toute liberté. Il n'a jamais vu ça, lui. Elles n'ont même pas de voile pour cacher leurs cheveux, vous imaginez. Par Marseille, il arrive dans le royaume de France par Marseille, après une traversée à bord d'une somptueuse galère qu'il partage avec 2 princesses françaises, vous imaginez. Et de Marseille à Paris, eh bien, c'est pour lui une découverte incroyable. Il décrit l'horloge astronomique de l'église Saint-Jean de Lyon. Il décrit la vie sur les galères, encore le grand hiver de 1709, justement. Il est fasciné autant que répugné par les supplices publics qui ont encore lieu en France à l'époque. Fascination pour la puissance et l'autorité que révèlent ces démonstrations très violentes. Réprobation pour la cruauté dont il témoigne et qui étonne Anna Diab. Et le voilà donc à Paris. Ah, écrit-il, que dire de la ville de Paris, de son étendue, de son immensité. On ne peut en compter les maisons tant elles sont nombreuses. Et dans la capitale, il va donc rencontrer Antoine Galland et lui livrer un certain nombre de ses récits de l'Orient et des Mille et une nuits. Il devient d'ailleurs lui-même un peu une curiosité, il faut le dire. Il raconte son arrivée à Versailles, où il fait sensation. Vous imaginez, toutes les dames de la cour veulent voir cet oriental. Il assiste à une représentation d'opéra, c'est Latisse de Lully. Et il en livre d'ailleurs une description extraordinaire. Imaginez la scène, ce jeune homme qui arrive de sa ville ô combien lointaine de l'Empire ottoman et qui vient au milieu de la noblesse française écouter la musique la plus sophistiquée de son temps. Et il va être présenté au vieux roi Louis XIV qui règne en France depuis 67 ans. On nous introduisit et là je vis le roi debout, ayant à sa droite et à sa gauche les grands du royaume, alignés dans une attitude de profond respect et d'humilité. Il est grand de taille, de visage agréable, il est si majestueux que personne ne peut soutenir son regard. C'est la première fois que j'avais l'honneur de voir le roi, le sultan de France, Louis XIVe du nom, dans la salle de son conseil. Anna Diab va encore avoir la chance de le revoir au cours d'un entretien un peu plus privé, où il va avoir l'audace de prendre de la main du roi sa chandelle, geste que ne relèvera pas Louis XIV, qui est plein de comment dirais-je, de compréhension pour cet étranger qui ne connaît pas les usages de la cour. Ce séjour à Versailles, c'est l'apogée de l'aventure d'Anna Diab, mais ça soulève une question essentielle. Quelle place peut-il espérer trouver dans ce monde qui l'éblouit autant qu'il l'éloigne de ses racines, ce Syrien qui se retrouve maintenant complètement devenu en quelque sorte l'objet de toutes les attentions de la cour de France. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est un cas étonnant que celui de ce jeune voyageur oriental, ce chrétien maronite d'Alep qui se retrouve au milieu de la cour de Versailles. Bon, il est un peu déçu pour tout vous dire. Il a fait cet immense voyage, il a accompagné Lucas pendant tout son grand voyage et c'est vrai que Paul Lucas lui avait un peu promis qu'une fois arrivé, il trouverait sans doute un emploi, peut-être pas à Versailles, mais on lui offrira une place auprès d'un mécène influent, etc. Rien de tout ça n'a lieu. Et d'ailleurs, Anna Diab commence à se demander si Paul Lucas ne l'a pas un peu utilisé. Il avait besoin de quelqu'un qui l'accompagne dans son voyage, et maintenant qu'il est arrivé à destination à Paris, il n'a plus besoin de lui. Il comprend qu'il sera, quoi qu'il arrive, toujours un étranger, un voyageur de passage, et donc il se dit qu'il est grand temps maintenant de repartir vers sa terre natale dont il a la nostalgie. Et ses pas vont le conduire de Paris à Marseille, puis de Marseille à Smyrne, et de Smyrne à Constantinople, où il va rester d'ailleurs assez longtemps, avant de suivre une caravane à travers l'Anatolie jusqu'à Alep, où il est de retour 2 ans après être parti. Et à ce moment-là, il va ouvrir, il a été au milieu des marchands et
et des vendeurs d'antiquités. Donc il connaît tout ça. Il va ouvrir une boutique dans le souk où il s'initie à l'art de marchand drapier sous la conduite d'un oncle maternel. Et puis il va se marier. Et en 1740, on le retrouve dans un recensement des maronites d'Alep à la tête d'un ménage de 12 personnes, 6 hommes et 6 femmes. Donc finalement, il a prospéré, il a fait sa vie, j'allais dire, normalement, mais il aurait pu rentrer définitivement dans une sorte de silence et se faire oublier, Hana Diab. Non, ces récits vont se diffuser d'abord dans son entourage, ils sont transmis oralement, et puis on lui dit « mais il faut écrire tout ça ». Et 54 ans après être revenu au pays, il écrira effectivement son fameux récit. Alors avec le temps, ce livre va se perdre, son nom s'effacer. Paul Lucas n'a jamais parlé de lui dans ses journaux de voyage, et à l'exception des quelques lignes laissées par Antoine Galland dans son journal, eh bien, on peut dire d'Hana Diab qu'il ne va pas marquer son temps, il va disparaître de l'histoire officielle. Ce n'est que bien plus tard qu'on va enfin retrouver, exhumer, si je puis dire, son récit et retrouver sa voix. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est à la fin du XXe siècle seulement qu'un certain nombre d'historiens, qui pour l'instant n'avaient toujours pas redécouvert par hasard dans la bibliothèque apostolique du Vatican, il y avait un unique manuscrit qui était là avec la collection du prêtre alépin Paul Sbat, et on va donc redécouvrir ce récit. Aucun doute sur la provenance, c'est écrit à la dernière page, livre de l'humble Abd al-Qari Atoun Youssef Hana Diab, et ceci en l'année chrétienne 1766. Oh, extraordinaire trouvaille! On s'intéresse à ça. Les historiens se sont promis de le faire connaître par une édition et une traduction qui va encore demander bien du temps, puisqu'elle ne sera disponible qu'en 2016, vous imaginez. Ce voyage aura été pour son auteur une sorte de grand tour initiatique, celui d'un jeune homme qui cherchait sa voie. Il y en a eu beaucoup de ces voyages, mais d'habitude c'est l'inverse. Ce sont des jeunes gens occidentaux qui nous racontent leur immense périple dans l'Orient. Eh bien non, là c'est un jeune oriental qui vient nous donner sur nous-mêmes et sur la cour occidentale de Louis XIV un regard exotique d'une certaine manière. Et tout au long de sa vie, Hana Diab se sera chercher un maître. Paul Lucas à Alep, 2 ans durant Antoine Galland, qui tient ce rôle un moment, et puis sur le bateau du retour de Marseille à Smyrne, puis à Istanbul, un autre jeune homme attaché à l'ambassade de France qui va le guider, lui donner des informations, et puis il prendra la décision, je vous l'ai dit, de quitter Istanbul pour rentrer chez lui sur les conseils de Hana Zogby, qui est un compatriote d'Alep, et qui justement l'accompagnera ensuite sur sa route et le ramènera chez lui d'une certaine manière, et lui prodiguera des recommandations, entre nous soit dit, plus ou moins avisées sur la vie et sur la façon de se comporter. Grand voyage initiatique donc que celui d'Hana Diab. Il l'a couché sur le papier beaucoup plus tard, je vous l'ai dit, plus d'un demi-siècle après être revenu au pays. Il dit dans ce texte qu'il a 75 ans au moment où il écrit. Il a eu cette longue vie de marchand drapier dans le souk d'Alep, mais la vérité, c'est que ce qu'il y a eu de fantastique dans sa vie, ce qu'il y a eu d'extraordinaire, de saillant, ce qu'il y a eu d'inoubliable, c'est ce grand voyage, ce voyage de ses 20 ans, qui, un petit peu à la manière de Marco Polo, si vous voulez, et peut-être d'ailleurs avec plus de véracité, aura été pour lui bien plus qu'un simple périple. Il aura été un voyage de mémoire dont les échos nous parviennent tout neufs, si je puis dire, encore tout frais et plein de couleurs grâce à cette édition de son récit il y a quelques années seulement, en 2016. Comment peut-on être persan demandait Montesquieu justement à cette époque, et il nous racontait l'histoire de ces 2 persans dans le Paris et le Versailles de la France de l'époque. Eh bien, vous voyez que cette histoire, elle avait existé quelques années plus tôt, et il est bien probable qu'elle ait pu inspirer Montesquieu, qui s'est bien gardé de nous le dire. Vous écoutez Radio Classique.